Bonjour et bienvenue au 38e épisode du balado Seeing Clearly. Ceci est un épisode supplémentaire de notre mini-série francophone Vision claire. Je m'appelle Mohamed. Et je m'appelle Anas et nous sommes tous les deux des fiers ambassadeurs de iCurriculum. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre dernière invitée de la mini-série francophone, une invitée très spéciale, Dr. Wang. Dr. Wang a commencé sa carrière académique en obtenant son doctorat en médecine à l'Université McGill, avant de poursuivre sa formation en ophtalmologie à l'Université de Montréal. Ensuite, elle s'est spécialisée en glaucome médical et chirurgical au Wills Eye à Philadelphie. Dès son retour à Montréal, elle a complété un fellowship en recherche sur la neurorégénération dans le laboratoire de Dr. Adriana DiPolo au Centre de recherche du CHUM. Aujourd'hui, Dr. Wang est ophtalmologiste spécialisée en glaucome ainsi qu'en chirurgie de cataracte complexe au CHUM. Elle est également professeure agrégée de clinique à l'Université de Montréal. Passionné par son domaine, Dr. Wang est l'auteur de nombreux articles scientifiques et présente régulièrement aux congrès nationaux et internationaux. Elle s'engage à accompagner ses patients dans leur cheminement en leur offrant des traitements modernes et innovatifs, ainsi que des traitements personnalisés pour préserver la vision et leur permettre de continuer à mener une vie de qualité. Dr. Wang, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour la belle introduction. Content d'être ici et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, si on se lance là-dedans tout de suite, qui êtes-vous en dehors du domaine de l'ophtalmologie? En dehors du domaine de l'ophtalmologie, bonne question. Bon, en dehors de l'ophtalmologie, bon, je suis née et j'ai grandi en Chine, mais je suis montréalaise depuis l'âge de 16 ans. Et je pense qu'en temps libre, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. J'adore la danse. Par ailleurs, je continue à en faire dans mon temps libre. J'aime beaucoup aussi apprendre des nouvelles langues. Et mon projet actuel, c'est la langue espagnole. Tout ça, ces activités-là, ça me rapporte beaucoup de plaisir. Et finalement, je suis aussi fière maman de deux jeunes enfants et aussi un petit chien. Je pense que ça donne un petit capsule de qui je suis en dehors de l'ophtalmologie. Gracias, Dr. Wang. Merci beaucoup pour cet petit aperçu. Euh, Mon on voulait placide. aussi, merci encore. On voulait aussi, comme on a déjà parlé beaucoup de votre dossier impressionnant académique, euh, on était intéressé à avoir un peu plus d'aperçu sur votre parcours en ophtalmologie. Qu'est-ce qui vous a mené vers ce domaine-là? Mon parcours en ophtalmologie. Bon, je pense que ma quête dans le choix de spécialisation était plutôt une expérience de découverte et aussi apprentissage sur moi-même, dans le sens que euh, au début de ma formation en médecine, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Personne dans ma famille n'est en milieu médical. Et je me souviens encore, j'avais beaucoup d'envie de mes camarades de classe qui savaient déjà qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et par ailleurs, à ce moment-là, ophtalmologie faisait partie des spécialités que je pensais ne pas vouloir faire. Euh, je pense que heureusement, c'est que j'aimais pas mal toutes les matières qu'on voit en classe. Puis, je me suis dit que je vais garder un esprit ouvert. Vraiment, pendant, je pense que les premières 2 à 3 ans, j'ai passé par la MEDP à McGill. Pendant les 2 à 3 premières années, j'ai vraiment bien exploré de médecine de famille, la neurologie. J'ai beaucoup aimé la médecine interne. Puis dans ce processus-là, j'ai comme appris quelque chose qui m'a surpris moi-même, c'est que finalement, je ne suis pas aussi patiente comme personne que je le pensais. C'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'aimerais faire quelque chose
qui va pouvoir à amener à des changements plus rapidement, à donner des résultats plus rapidement. C'est là que j'ai commencé à regarder les options de spécialité chirurgicale comme ORL. Et je pense que c'est vraiment une coïncidence heureuse que ça tombait bien que c'est à cette époque-là que j'ai aussi eu ma semaine obligatoire de formation en ophtalmologie et j'étais vraiment chanceuse de tomber sur un résident senior qui était très passionné et doué pour l'enseignement. C'était quelqu'un qui allait vraiment chercher les étudiants, les externes, simplement pour nous montrer les détails intéressants d'un examen ophtalmo. Bref, donc tout ça pour dire que après cette semaine-là, je me suis mis vraiment à sérieusement questionner ma initiale, mon initiale fermeture envers la spécialité. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, l'étincelle de curiosité a été allumée. Donc, il y a, bon, fast forward à aujourd'hui, je pense que tout est l'histoire. Et vraiment, je pense que le leçon, c'est de never say never, jamais dire jamais. Et aussi, je suis content que j'avais gardé un esprit ouvert. Donc, voilà, c'est mon parcours. C'était pas direct, mais au bout du compte, j'étais content que j'ai fait ce processus-là parce que pour moi, ça, c'était finalement une décision bien informée et j'en suis toujours satisfaite. Mais merci beaucoup, docteur, pour ce partage et pour une petite fenêtre dans votre vie académique. Maintenant, quelle était votre inspiration pour poursuivre vos expériences au Wills Eye Hospital et au laboratoire de Dr. DiPolo? À Wilsa, bon, je pense que pour les gens, au moins, je pense que pour toute personne en ophtalmologie ou en sciences visuelles, au moins en Amérique du Nord, je pense que Wills Eye, ça représente, c'est un symbole de qualité de soins, c'est un symbole d'excellence académique. Donc, je n'étais pas à l'exception de cela, dès le départ, on utilise toujours le Wills Eye Manual comme notre Bible quand on est de garde. Il y a de nombreux vraiment événements d'enseignement fournis par Wills Eye, dont le Wills Eye Review Course. Donc, tout cela, ça laisse vraiment comme un empreinte. Euh, important sur notre formation. Et bien sûr, il y a vraiment des sommités qui ont bâti, qui sont les piliers dans le domaine de l'ophtalmologie. Donc, je pense que j'avais toujours cette notion c'est comme c'est- bon, c'est vraiment comme une aspiration de pouvoir éventuellement un jour peut-être avoir une certaine lien avec Will's Eye. Puis tout au long de ma formation, je pense que graduellement, j'ai développé vraiment une passion pour le domaine de glaucome. Et la section de glaucome à Will's Eye se trouve parmi aussi les programmes de fellowship les plus prestigieux sur le continent. Donc, je pense que c'était un choix facile. Quand je traverse le processus d'application en fellowship, je pense que c'était plus c'est moi qui voulais vraiment charmer, vraiment de présenter comme quoi que il faut que vous, en tant que WellSci, le programme de WellSci, considère ma candidature. Parce que dans le fond, pour les résidents canadiens, il y a aussi un défi supplémentaire de visa de travail. Donc, ça complique un petit peu plus la situation. Donc, bref, je pense que j'étais vraiment un fan de Will's Eye. Donc, c'était vraiment un rêve qui s'est réalisé pour le fellowship. Um,
Et du point de vue dans le travail, dans le fond, travailler sous Dr. Dipolo. Pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est vraiment un neuroscientifique basé à Montréal, à l'Université de Montréal, très prolifique et très bien connu dans le domaine de neurorégénération, surtout en matière de glaucome. Donc, en 2018, son laboratoire a vraiment fait un découvert landmark de repère par rapport au rôle bénéfique de l'insuline sur la neurorégénération pour les nerfs optiques endommagés. Donc, ça a vraiment ouvert un nouveau chapitre, même ça donne des directives sur nos recherches cliniques. Alors, quand j'ai su qu'il y a une potentielle opportunité de pouvoir travailler sous sa supervision, encore une fois, ce n'est pas un choix en tant que tel. Je me sentais que les étoiles se sont alignées pour que je sois là au bon moment et au bon endroit. Donc, c'était vraiment une très belle opportunité et j'ai fait 1 an en recherche fondamentale. Ça m'a vraiment ça m'a permis de découvrir le monde de recherche en sciences fondamentales. C'est vraiment pas évident. C'est beaucoup de travail, des longues heures et vraiment de réussir un expériment, c'est pas aussi facile qu'on le pensait. Quand on lit un article dans les revues scientifiques, c'est souvent après des dizaines, des fois des centaines des essais. Et donc, vraiment, je lève mon chapeau pour mes collègues en sciences fondamentales. Mais bien sûr, ma formation étant du côté clinique, donc après mon année de recherche, mon fellowship en recherche, là, j'ai pu commencer ma pratique. Mais cette collaboration-là m'a permis de continuer à travailler sur l'aspect de neurorégénération et cette fois-ci, non pas chez les souris, mais chez les humains. Wow. Merci beaucoup, Dr. Wang, pour avoir partagé vos expériences incroyables. Comme vous l'avez dit, les étoiles se sont alignées pour beaucoup de vos expériences, mais vraiment, ce sont des expériences qui ont l'air comme des grandes expériences d'apprentissage pour vous, puis aussi de découverte personnelle, comme vous l'avez mentionné. Euh, Vu que vous avez parlé de votre recherche avec Dr. Dipolo, on sait que vous êtes quelqu'un qui est vraiment impliqué dans l'innovation, dans la recherche. Est-ce que vous pouvez nous parler du People's Choice Award remporté par un de vos essais cliniques? Puis je sais que c'était relié justement à l'insuline et à la régénération des nerfs optiques. Oui, bien sûr, ça me fera plaisir. Donc, dans le fond, pour vous donner un petit peu de background et pour aussi, dans le fond, tout le monde qui est en train de nous écouter. Alors, le travail de maintenant ma collaboratrice, mais aussi mon ancienne directrice de recherche, Dr. Dipolo, c'est que ça a démontré que chez les modèles de trauma au nerf optique, soit par un trauma direct ou par trauma induit par une haute pression intraoculaire, c'est que insuline, même appliquée topiquement comme goutte ophtalmique, était capable de renverser au moins partiellement ces dommages neuronaux. Et ça a aussi promu la survie des cellules ganglionnaires qui sont, dans le fond, les neurones spéciales dans le fond, qui composent nos nerfs optiques, là. Donc, dans le fond, l'idée ici, c'est évidemment de prouver que chez les humains, surtout chez les patients atteints du glaucome, c'est que ce traitement-là, ce molécule qui est si bien connu pour le traitement de diabète, peut démontrer la même efficacité
tout en restant sécuritaire pour les participants. Donc, dans le fond, on est rendu vraiment à la toute fin de notre phase 1, qui est une étude qui veut examiner que oui, aux doses assez élevées qu'on administre aux patients, c'est que ça demeure toujours un traitement sécuritaire pour les humains. Et qu'est-ce que le Fighting Blindness Canada Foundation nous a encouragé avec ce People's Choice Award, c'était vraiment pour la phase 2. Donc, il y a la phase 2, comme vous savez, c'est que dans des essais cliniques, après avoir prouvé qu'un traitement soit sécuritaire, c'est seulement après qu'on peut tester l'efficacité du traitement chez des populations de patients bien ciblés. Alors, on s'en va faire l'étape de efficacité de gouttes ophtalmiques insuline chez les patients atteints de glaucome. En ce moment, ça demeure toujours en préparation, mais on est très rapproché. En fait, c'est une question autant logistique, mais aussi scientifique, parce que insuline n'est pas un médicament qui est approuvé pour l'usage de glaucome et insuline n'est pas non plus approuvée en utilisation de format ophtalmique topique. Donc, tout cela exige qu'on franchisse des exigences strictes au niveau de Santé Canada. Et dans le fond, c'est aussi une phase d'étude qu'on va pouvoir collaborer avec l'Université Stanford aux États-Unis. Alors, dans le fond, on doit répondre doublement aux exigences de Santé Canada et aussi de FDA de côté américaine pour pouvoir finalement déclencher. Je croise mes doigts, mais j'espère que d'ici l'automne, on va pouvoir finalement commencer à recruter des participants. Je vous tiendrai au courant. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis le fait que vous faites partie d'une équipe justement qui est en train de découvrir en temps réel des nouvelles utilisations de l'insuline, je pense que non seulement c'est rassurant que la recherche, ça amène justement à des conclusions très valables et utiles, mais c'est aussi une sorte de motivation pour tous ceux qui font la recherche à la base. Mais Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que c'est aussi très, très important de souligner à quel point qu'on est choyé de se baser au CHUM parce que ce type d'étude-là ne sera jamais possible sans tous les soutiens venant de soutien recherche. Nous avons une magnifique équipe des coordonnatrices de recherche et aussi évidemment soutien départemental, administratif. Il y a beaucoup de dans le fond, avant de commencer à faire ce projet-là, je n'étais pas consciente sur à quel point chaque détail peut compter et des fois ça peut rendre notre vie vraiment compliquée. Donc il y a pour débloquer ça, pour passer à travers tous ces obstacles-là, soutien c'est primordial. Je suis évidemment aussi bien entourée par nous sommes plusieurs spécialistes de glaucome au CHUM, évidemment pour pouvoir permet un accès prioritaire à nos patients suivis en glaucome. J'ai aussi beaucoup, beaucoup de soutien venant de mes collègues en glaucome. mais merci pour l'élaboration, docteur. Euh, Là, si on va changer un peu de sujet, Oui. comment parvenez-vous à équilibrer votre vie professionnelle, qui est très évidemment très chargée et occupée, avec votre vie personnelle, qui est tout aussi occupée? Euh, bon, tout d'abord, je tiens à souligner, je pense que j'apprécie la question, puis je pense que ça devrait être une question demandée à tous les collègues, mais souvent je pense que
les médecins femmes ou les professionnelles femmes ont ce type de questions-là plus fréquemment. Mais tout d'abord, juste surtout pour les gens qui sont en formation, tout d'abord, il faut savoir que une fois devenue patronne ou patron, nous avons aussi un peu plus de contrôle sur notre horaire. Donc, il y a au contraire des horaires très, très exigeants pendant la résidence avec des horaires de garde, des fois 1 sur 4. Il y a un petit peu plus de liberté de pouvoir organiser son propre horaire. Donc, je pense que de un, ça, c'est quelque chose qui aide. Mais deuxièmement, c'est que je pense que la clé, ça revient vraiment à la priorisation. Au bout du compte que on a seulement 24 heures dans une journée. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habileté de seulement fonctionner sur 4 à 5 heures de sommeil. Donc, il y a, oups, on ne peut pas couper de ce côté-là. Donc, à un moment donné, il faut simplement se demander qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qui mérite mon temps, mes énergies? Ici, la réponse est oui. Ben, à ce moment-là, je vais essayer vraiment de la prioriser. Deuxième chose, c'est qu'il y a, on essaie notre mieux. La vérité, c'est que dans tous mes rôles, autant comme médecin, chercheuse, maman, je pense qu'il y a toujours des moments où je me sens inadéquate. Et par ailleurs, je pense que en parlant avec des collègues, avec des mentors, je pense que ce n'est pas un sentiment qui m'est unique. Et je pense que c'est important de le souligner. Donc, au bout du compte, c'est important de toujours essayer nos mieux et essayer de trouver des manières de s'améliorer. Alors, je suis toujours sur ma courbe d'apprentissage tout de même. Merci beaucoup, Dr. Wang, pour avoir partagé ce côté un peu plus personnel, puis je pense des astuces qui seraient utiles pour moi-même, pour Anas, puis pour tous nos écouteurs sur cette courbe d'apprentissage à travers notre vie pour équilibrer notre vie professionnelle et personnelle. Maintenant, la prochaine question, c'est notre question traditionnelle, un peu plus relax dans le podcast, pour connaître un peu plus les personnes qui vous ont inspiré ou qui continuent à vous inspirer dans votre vie. Donc, la question, c'est si vous avez la chance de rencontrer 3 personnes, mortes ou vivantes, qui seraient-elles et pourquoi? Hum, la première, je pense que j'aimerais bien si, bon, euh, dans un monde parallèle, dans une dimension parallèle, j'aimerais bien rencontrer Marie Curie. Donc, dans le fond, c'est la première femme qui a gagné prix Nobel. Puis, comme on le sait tous, c'est vraiment une chercheuse super prolifique. Et il faut pas oublier, c'est une femme qui a vécu dans un temps, bon, dans le fond, ça fait presque 100 ans que si on regarde la période où elle vit, surtout sa carrière professionnelle. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, simplement ayant une carrière professionnelle en tant que femme, et surtout dans un domaine scientifique où quasiment c'était sous monopole des scientifiques hommes, je pense que de bâtir vraiment une carrière si spectaculaire qui a mené vraiment à maintes changements qui influencent encore nos vies d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment splendide et spectaculaire. Donc,
moi, je pense que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un aussi inspirant qu'elle. Pour aussi demander un peu la question que venez de me demander. Comment vous faites pour balancer vos vies professionnelles et personnelles? Bon, et évidemment, de voir qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui l'a encouragé à continuer euh, à chercher à faire son mieux. Donc, je pense que ça, c'est la première personne. Euh, et, euh, et je pense que ça m'aidera aussi dans certains des défis que je rencontre dans mes quotidiens. Voilà, donc ça c'est la première. Deuxième, euh, je vous dirais, je vous dirais, j'aimerais bien pouvoir euh, s'asseoir face à face avec la chanteuse d'originaire de Québec, Céline Dion. Je suis fan d'elle depuis adolescente. Donc ça, c'est vraiment mon côté, je pense qu'il y a fan d'elle. Mais il y a évidemment, bon, pour souligner le pourquoi, mis à part qu'elle a une voix vraiment euh, fantastique, angélique, sa capacité artistique. Je pense que dans n'importe quel domaine, pour se rendre à un niveau de si haute performance, souvent surtout sur une carrière qui est euh, qui est glorieuse et qui est de longue durée, je pense que c'est une preuve de la ténacité, de dévouement, de éthique de travail de cette personne-là. Donc, moi, je pense que peu importe la domaine, c'est qu'il y a toujours, si on regarde les gens qui sont rendus à ce niveau-là, il y a toujours vraiment quelque chose qui les ont soutenus pour se rendre. Puis évidemment, bon, avec son diagnostic, je pense que dans le média, on en parle un petit peu plus, syndrome de la personne raide. C'est un autre défi qu'elle passe à travers. Bref, juste pour dire j'aimerais bien pouvoir la rencontrer. J'ai déjà été dans multiples de ses concerts. Mais bon, si jamais que ça se concrétise un jour, je serai très, très heureuse. Euh, Finalement, bon, je pense que troisième personne, je pense que si j'ai ce choix-là, je vous dirais ma grand-maman maternelle qui, bon, n'est plus avec nous aujourd'hui. Et la raison, c'est vraiment que euh, c'était une femme qui n'a même pas pu compléter son éducation en école primaire. Bon, elle était dans un ancien temps. C'est juste d'une famille de paysannes. Donc, bon, disons que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éducation. Mais dans mon parcours, elle a vraiment laissé une trace significative. J'ai vécu, dans le fond, quand j'étais jeune, j'ai vécu plusieurs années avec mes grands-parents. Euh, et c'était elle qui m'a appris des principes euh, de base, plusieurs perles de sagesse qui, surtout à m'apprendre d'éviter à prendre des raccourcis, même si ça paraît plus facile sur le coup, mais ça pourrait risquer à nuire à long terme. Je pense que c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi et je continue à travailler d'une certaine manière. Les habitudes que j'ai pu développer dès un jeune âge. Alors, disons qu'elle me manque beaucoup. Et si, bon, dans une possibilité, je pense qu'elle sera définitivement une des personnes que j'aimerais rencontrer. J'aimerais revoir, oui. Donc, voilà. J'espère que ça vous donne
ça vous donne la réponse des trois personnes que j'aimerais rencontrer. Absolument. Et un grand merci à vous pour votre partage très chaleureux. D'ailleurs, vers la fin, c'est quand même très spécial lorsqu'on pose cette question-là parce que souvent, c'est pas rare qu'on a des personnes qui disent justement qu'ils veulent rencontrer un membre de la famille. Et Oui, ça, je trouve que c'est très important. Personnellement, c'est quelque chose, ben moi aussi, j'ai répondu à la question pareil. oui, Ça donne un aperçu sur la vie de quelqu'un, puis aussi voir d'où la famille a évolué et oui. c'était quoi les démarches pour se rendre à vous dans votre vie en tant que Dr. Wang. Donc, encore une fois, merci à vous. Et ça conclut déjà l'épisode à ce stade. Donc, un grand merci à tous nos écouteurs et un merci très spécial à Dr. Wang pour son temps et pour avoir partagé ses expériences sur notre mini-série francophone. Suivez-nous sur Instagram et Facebook de iCurriculum pour écouter les prochains épisodes anglophones, mais aussi pour accéder au contenu éducatif en ophtalmologie. Merci beaucoup pour votre participation à travers cette mini-série et au revoir. Merci infiniment. Merci à vous tous et toutes.